La veille du mariage de mon fils, sa fiancée m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Après-demain, vous ne faites plus partie de cette famille. » Alors, je ne me suis pas présenté. Le lendemain matin, le mariage n'a pas eu lieu parce que « Après-demain, tu ne fais plus partie de cette famille. » Tels furent les mots exacts que la fiancée de mon fils m'a murmurés la veille de leur mariage. Le lendemain, je suis resté à la maison, le cœur brisé. Mais à midi, le mariage avait complètement volé en éclats. Et la raison a laissé tout le monde stupéfait. La veille du mariage de mon fils, je pensais être sur le point d'entrer dans le chapitre le plus heureux de sa vie, et peut-être le plus gratifiant de la mienne. Après tout, je l'avais élevé seul pendant 27 ans, à travers des sacrifices que personne d'autre que moi ne pourrait jamais comprendre. J'avais renoncé à des promotions, sauté des vacances, et appris à étirer chaque dollar jusqu'à la corde. Tout ça pour que mon garçon, Daniel, puisse grandir sans jamais sentir le poids de ce que nous avions perdu quand son père est parti. Pour moi, son mariage n'était pas seulement le fait qu'il épouse la femme qu'il aimait. C'était la preuve que j'avais bien fait les choses, que j'avais élevé un homme bon malgré tous les obstacles. Du moins, c'est ce que je me disais. Ce soir-là, je suis passé au lieu du dîner de répétition pour livrer quelque chose sur lequel je travaillais depuis des semaines. Un album de souvenirs de la vie de Daniel, de ses premiers pas à sa remise de diplôme du lycée, des genoux écorchés au jour où il a été accepté en fac de droit. J'y ai mis tout mon cœur, voulant que sa future femme, Jessica, voie à quel point l'amour et le sacrifice avaient façonné l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Jessica m'a accueilli à la porte. Elle était éblouissante, comme toujours. Coiffure parfaite, robe parfaite, sourire parfait. Mais cette nuit-là, son regard était plus froid que jamais. « Jessica », ai-je dit, en lui tendant l'album. « J'ai fait ça pour Daniel. Je pensais que ce serait sympa pour vous deux de le feuilleter ensemble ce soir. » Elle n'y a même pas jeté un coup d'œil. Au lieu de ça, elle s'est penchée vers moi, sa voix assez basse pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Après-demain, dit-elle, ses lèvres esquissant un léger rictus, tu ne fais plus partie de cette famille. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. J'ai cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Pardon ? Tu m'as bien entendu, a-t-elle murmuré. Tu as fait ta part. Tu as élevé Daniel. Demain, il devient mon mari, ma famille. Et toi ? Tu n'es qu'un poids mort. Ne te ridiculise pas en t'accrochant. Je suis resté figé, serrant l'album de souvenirs comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. Ma gorge me brûlait, mais aucun son ne sortait. Elle a penché la tête, presque amusée par mon silence. Honnêtement, je t'ai supporté assez longtemps. Daniel t'aime, bien sûr, mais l'amour rend les gens aveugles. Moi, je vois ce que tu es vraiment. Quelqu'un qui n'a pas sa place dans notre avenir. Alors, rends-nous service à toutes les deux. Ne viens pas demain. Épargne-nous tout ce drame. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû me défendre. Au lieu de ça, j'ai senti le poids des années s'abattre sur moi. Des années de solitude, de doubles journées de travail, de prétendre que je n'étais pas épuisé juste pour que Daniel ne voie pas à quel point la vie était dure sans son père. Et maintenant, cette femme, celle qui prétendait l'aimer, me disait que j'étais jetable. Elle m'a tapoté le bras comme si j'étais une enfant ayant besoin de réconfort. Rentrez chez vous, Madame Miller. Faites la grasse matinée. Demain sera le plus beau jour de notre vie, et nous n'avons pas besoin de vous pour le gâcher. Je ne me souviens pas d'être parti. Je ne me souviens pas d'avoir conduit pour rentrer chez moi. Ce dont je me souviens, c'est d'être assise au bord de mon lit cette nuit-là, fixant l'album de Daniel. Mes mains tremblaient si fort que les pages ont failli se déchirer. Chaque photo était un souvenir d'amour, de sacrifice et de persévérance. Et pourtant, demain, j'étais censé prétendre que tout cela n'avait pas d'importance, que je n'avais pas d'importance. Les larmes brouillaient ma vue, mais sous le chagrin, autre chose s'agitait. Une colère froide et silencieuse. J'ai murmuré dans le noir, si je ne fais plus partie de cette famille après-demain, alors demain, je n'y serai pas du tout. Et donc, le lendemain matin, je suis resté à la maison. Je pensais que le mariage aurait lieu sans moi. Je pensais que Daniel l'épouserait et que je serais laissé pour compte, effacé de l'histoire de mon propre fils. Mais à midi, toute la ville était au courant. Le mariage n'avait pas eu lieu, et la raison allait tout changer. Je suppose que pour un observateur extérieur,
je n'étais qu'une autre mère surprotectrice qui ne voulait pas lâcher prise. C'est l'étiquette que Jessica m'avait soigneusement collée au fil des ans. Mais la vérité, c'est que je ne me suis jamais accroché à Daniel. Je l'ai soutenu, parce que personne d'autre ne le faisait. Quand le père de Daniel est parti, il ne m'a pas seulement quitté moi. Il a quitté son fils. Je n'oublierai jamais cette nuit. Daniel n'avait que 7 ans, serrant son dinosaure en plastique dans une main et me demandant « Quand est-ce que papa rentre ?» Je n'avais pas de réponse. Seulement des larmes que j'essayais de cacher derrière des sourires forcés. À partir de ce jour, ce n'était plus que nous deux. Je suis devenu le gagne-pain, la soignante, la supportrice, celle qui fixe les règles. Je travaillais en double service à la cafétéria de l'hôpital, rentrant parfois si fatigué que je m'endormais dans mon uniforme. Mais chaque fois que Daniel rapportait une bonne note de l'école, chaque fois qu'il me fabriquait une carte de fête des mères de travers, je savais que ça en valait la peine. Il est devenu un homme gentil, intelligent et ambitieux. Il étudiait plus dur que quiconque. Il voulait être avocat, non pas pour l'argent, mais parce qu'il disait « Maman, je veux protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger, comme tu m'as toujours protégé. » Cette seule phrase m'a porté à travers un millier de nuits blanches. Alors, quand il a ramené Jessica à la maison pour la première fois il y a 3 ans, je voulais vraiment l'apprécier. Elle était magnifique, sûre d'elle, le genre de femme qui semblait illuminer chaque pièce. Daniel était sous le charme, et je voulais qu'il soit heureux. Mais sous ce charme, j'ai remarqué de petites fissures. Elle était polie avec moi en public, mais quand Daniel quittait la pièce, son ton changeait, devenant sec, dédaigneux, comme si me parler était une corvée. Elle ne m'a jamais posé de questions sur ma vie, mon travail, ni même sur les histoires d'enfance de Daniel. Au lieu de ça, elle orientait les conversations vers elle-même, sa carrière dans le marketing, ses amis glamour, ses projets d'avenir. Au début, j'ai ignoré cela. Peut-être qu'elle était juste nerveuse. Peut-être qu'elle ne savait pas comment créer un lien avec moi. Mais avec le temps, les fissures se sont élargies. L'année dernière, pour l'anniversaire de Daniel, j'ai préparé son gâteau préféré, un fondant au chocolat avec un glaçage au beurre de cacahuète. C'était notre tradition depuis ses 10 ans. Quand je l'ai apporté, Jessica a souri gentiment et a dit « Oh, comme c'est charmant. » Mais Daniel suit un nouveau régime maintenant. Je vais m'assurer qu'il n'y touche pas, elle m'a pris le couteau des mains et a mis le gâteau de côté, intact. Daniel a ri, m'a embrassé sur la joue et a dit « Merci, maman. Tu n'aurais pas dû. » Mais j'ai vu une lueur de culpabilité dans ses yeux. Il savait que j'avais passé la moitié de la nuit à faire ce gâteau. Pourtant, j'ai ravalé ma fierté, parce que c'est ce que font les mères. Chaque fois que Jessica me rabaissait, chaque fois qu'elle me minait, je me disais que ça n'avait pas d'importance. Elle aimait Daniel. C'était suffisant. Du moins, j'essayais de le croire. Les fiançailles auraient dû être ma chance de sentir enfin que je gagnais une fille, pas que je perdais un fils. Au lieu de ça, elles n'ont fait qu'agrandir la distance entre nous. Jessica a pris le contrôle total de l'organisation du mariage. Je n'ai été invité à aucun essayage de robe, aucune dégustation de gâteau, ni même à la discussion sur le plan de table. Quand j'ai gentiment demandé si je pouvais aider, elle m'a gratifié d'un sourire crispé et a dit « Ne vous inquiétez pas, Madame Miller. On a tout sous contrôle. Contentez-vous d'être bien habillé, d'accord ?» C'était blessant, mais j'ai souri, hoché la tête et mordu ma langue pour le bien de Daniel, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais la vérité, c'est qu'il y avait des signes avant-coureurs que je n'aurais jamais dû ignorer. Comme la façon dont Jessica semblait toujours plus intéressée par le salaire potentiel de Daniel que par ses rêves. La façon dont elle levait les yeux au ciel quand il mentionnait le travail pro bono. La façon dont elle le présentait au fait, non pas comme « mon fiancé Daniel », mais comme « Daniel, le futur avocat ». En y repensant maintenant, je réalise qu'elle ne voyait pas mon fils comme un homme. Elle le voyait comme un trophée. Et la veille du mariage, quand elle m'a finalement craché ces mots venimeux au visage, chaque petit signe que j'avais ignoré pendant des années a enfin pris tout son sens. Je ne perdais pas mon fils par amour. Je le perdais au profit de l'ambition, de la cupidité, de quelqu'un qui me voyait, moi, sa mère, comme un fil à couper de son petit tableau parfait. Et je l'ai laissé faire. Je l'ai vraiment laissé faire, du moins jusqu'au lendemain matin, quand le destin a décidé d'intervenir d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant le lever du soleil.
Pendant un instant, mon corps a agi en pilote automatique, faisant bouillir de l'eau pour le café, sortant la robe bleu pâle que j'avais achetée des mois auparavant, celle pour laquelle Daniel avait dit un jour, « Maman, cette couleur te va à ravir. » Mais les mots de Jessica sont revenus, comme un couteau se tordant dans mes entrailles. Après-demain, tu ne fais plus partie de cette famille. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant la vapeur qui s'élevait de ma tasse. Mes mains tremblaient, non pas à cause de l'âge, mais sous le poids d'une décision que je savais déjà avoir prise. Je n'irai pas. Pour la première fois en 27 ans, je me choisissais avant Daniel. C'était peut-être égoïste. C'était peut-être lâche. Mais je ne pouvais pas me résoudre à m'asseoir sur ce banc d'église, souriant poliment en le regardant promettre sa vie à une femme qui m'avait déjà effacé du tableau. J'ai replacé l'album dans sa boîte et l'ai glissé sous mon lit. Il ne le verrait pas aujourd'hui. Il ne le verrait peut-être jamais. Alors que la lumière du matin inondait la pièce, mon téléphone a vibré. Des messages de parents, d'amis, même de Daniel lui-même. « Maman, on part pour l'église. J'ai hâte de te voir. Où es-tu? Tout le monde te cherche. Tu es en retard, n'est-ce pas? C'est tout toi. » J'ai retourné le téléphone, face contre la table. Quelque part au fond de moi, une petite voix murmurait, « Tu fais une erreur. » Mais plus forte encore résonnait l'écho du rictus de Jessica, son ton dédaigneux, sa cruelle certitude que je n'étais rien de plus qu'un poids mort. Si c'était ce qu'elle voulait, je le lui donnerais. À 9 heures, les appels sont devenus plus frénétiques. Daniel a laissé un message vocal, sa voix teintée de panique. « Maman, où es-tu? Jessica dit que tu ne te sentais pas bien hier soir, mais je sais que ce n'est pas vrai. S'il te plaît, rappelle-moi. S'il te plaît. » J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine, le cœur endolori. Chaque instinct me hurlait de l'appeler, de me précipiter à l'église, d'être là pour le garçon que j'avais élevé à travers toutes les tempêtes. Mais je ne pouvais pas. Pas cette fois. À 10 heures, ma sœur a frappé à ma porte. Elle habitait à l'autre bout de la ville mais avait fait la route dans sa robe de demoiselle d'honneur en remarquant mon absence. « Margaret, qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-elle exigé en entrant en trombe. « Tout le monde te cherche. La cérémonie commence dans 1 heure. » J'ai secoué lentement la tête. « Je n'y vais pas. » Sa mâchoire s'est décrochée. « Tu n'y vas pas? Tu es folle? Ton fils unique se marie. » J'ai croisé son regard, les larmes aux yeux. Il épouse quelqu'un qui m'a dit en face que je ne faisais plus partie de sa famille. Elle ne veut pas de moi là-bas. Alors pourquoi devrais-je y aller? La colère de ma sœur affaiblie, remplacée par l'incrédulité. Jessica a dit ça? Hier soir. Elle m'a regardé droit dans les yeux et l'a dit. Elle s'est effondrée sur une chaise, sans voix. Pendant un long moment, le seul son fut le tic-tac de l'horloge murale. Finalement, elle a murmuré, « Oh mon Dieu !» J'ai hoché la tête. Je ne vais pas m'asseoir là comme une idiote en prétendant que j'ai ma place. Elle a mis ses mains sur sa bouche, partagée entre la colère et la pitié. Mais Margaret, si tu n'y vas pas, les gens vont te blâmer. Ils diront que tu as abandonné ton fils le jour de son mariage. J'ai laissé échapper un rire amer. Alors qu'ils le pensent. J'ai été jugé toute ma vie. Qu'est-ce que ça change? À 10h45, j'ai regardé par la fenêtre de mon salon les voisins monter dans leur voiture, vêtus de costumes et de robes, en route pour l'église. Mes propres clés de voiture gisaient, intactes, sur le comptoir. Je n'ai pas bougé. Quand les cloches de l'église ont commencé à sonner à 11 heures, je suis resté assise en silence, fixant l'album de souvenirs caché sous mon lit. Cela aurait dû être la fin de mon histoire. Une mère trop brisée, trop humiliée pour se tenir aux côtés de son fils le jour le plus important de sa vie. Mais à midi, le premier appel est arrivé. C'était encore ma sœur, sa voix tremblante. « Margaret » a-t-elle murmuré. « Le mariage, il n'a pas lieu. » Mon souffle s'est coupé. « Comment ça, il n'a pas lieu ?» Ces mots se sont bousculés, à moitié étouffés, à moitié incrédules. Jessica, elle. « Oh, mon Dieu. Margaret, tu dois entendre ça. Tu dois t'asseoir. » Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. En ne venant pas, je n'avais pas gâché le mariage. Jessica l'avait fait. Et la raison allait tous nous ébranler jusqu'au plus profond de notre être.
Quand la voix tremblante de ma sœur a retenti au téléphone, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Le mariage n'a pas lieu, a-t-elle répété, ses mots empreints d'incrédulité. Jessica a été démasquée. J'ai serré le téléphone plus fort. Démasquée? Démasquée comment? Margaret, c'est compliqué, mais tu dois l'apprendre de moi avant que ça ne se répande partout. Daniel a découvert la vérité quelques minutes avant la cérémonie. Mes genoux ont fléchi. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Quelle vérité? Elle a expiré, chancelante. Que Jessica mentait. Surtout. Plus tard, en reconstituant l'histoire à partir d'appels téléphoniques frénétiques, de SMS et de nouvelles qui se sont répandues comme une traînée de poudre parmi les invités, les événements se sont déroulés comme dans un mauvais feuilleton télévisé. À 10h30, une demi-heure avant la cérémonie, Daniel attendait nerveusement dans une petite pièce latérale de l'église. Ses garçons d'honneur tentaient de le calmer, plaisantant, ajustant sa cravate, lui tapotant le dos. Mais son témoin, un ami d'enfance nommé Marc, a fait irruption, pâle et tremblant. « Daniel, tu dois voir ça », a dit Marc en lui tendant son téléphone. Sur l'écran se trouvait une série de photos. Jessica, sa future épouse, dans les bras d'un autre homme. Les photos n'étaient pas vieilles. Elles dataient de 2 semaines. Le visage de Daniel a perdu toute couleur. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est son voisin qui me les a envoyés, a dit Marc, la voix brisée. Il pensait que tu méritais de savoir avant de commettre la plus grosse erreur de ta vie. L'homme sur les photos n'était pas un inconnu. C'était le patron de Jessica, celui dont elle avait parlé sans cesse, prétendant qu'il était son mentor. Daniel a reculé, la poitrine haletante. À ce moment-là, la vérité qu'il avait refusé de voir s'est abattue sur lui. Les nuits tardives au bureau, les SMS secrets, la façon dont Jessica balayait toujours ses inquiétudes d'un rire et d'un baiser. Tout était vrai. Elle le trompait. Mais il n'y avait pas que l'adultère. Alors que les invités commençaient à entrer dans l'église, des rumeurs se sont répandues. La demoiselle d'honneur de Jessica, ivre de nervosité et de champagne, avait laissé échapper quelque chose. Jessica n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait aussi manigancé. Sa famille l'avait poussée à se fiancer car Daniel était sur le point de commencer une carrière d'avocat lucrative. Pour eux, le mariage n'était pas une question d'amour. C'était une transaction, une fusion. Le contrat de mariage sur lequel Jessica avait insisté n'était pas pour protéger Daniel. Il était conçu pour canaliser ses futurs biens sous son contrôle. Son père, un homme d'affaires avec une traînée de faillite, s'était même vanté auprès d'un invité qu'une fois Jessica mariée à Daniel, nos problèmes financiers disparaîtront. Quand Daniel a fait irruption dans la suite nuptiale, il tremblait de rage. Jessica, radieuse dans sa robe, s'est retournée avec un sourire. « Chérie, tu es prêt ?» Il a brandi le téléphone. « C'est quoi, ce bordel ?» Son visage s'est décomposé. Pour la première fois, le masque est tombé. « Ce n'est pas ce que tu crois », a-t-elle commencé. « C'est exactement ce que je crois », a rugi Daniel. « Il y a 2 semaines, avec ton patron. » Ces demoiselles d'honneur ont eu un hoquet de surprise. La pièce est devenue silencieuse. La voix de Jessica est devenue tranchante. « Daniel, écoute-moi. » « Non, c'est toi qui vas m'écouter. » Sa voix s'est brisée. « Tu as dit à ma mère qu'elle ne faisait pas partie de cette famille. Tu as essayé d'écarter la seule personne qui a toujours été là pour moi. Et pendant tout ce temps, tu me mentais en face. » Les joues de Jessica sont devenues rouges de fureur. « Ta mère? C'est de ça qu'il s'agit? Elle t'a monté contre moi depuis le début. Elle est jalouse, Daniel. Elle ne veut pas lâcher prise. » Mais les mots sont tombés à plat, car à cet instant, Daniel a compris la vérité. Je n'avais pas eu besoin de le monter contre elle. Elle s'était empoisonnée toute seule. À 11h15, l'église était en plein chaos. Les invités chuchotaient, haletaient, consultaient leur téléphone alors que la nouvelle se propageait dans les rangs. Le pasteur a tenté de rétablir l'ordre, mais Daniel a descendu l'allée, non pas avec une mariée, mais avec une annonce sinistre. « Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui », a-t-il dit, la voix tremblante mais ferme. Jessica a trahi ma confiance. Cette cérémonie est annulée. Des exclamations ont rempli l'église. Les parents de Jessica se sont levés pour protester, sa mère hurlant « N'ose pas humilier notre fille comme ça. »
Mais Danielle n'a pas bronché. Elle s'est humiliée toute seule. Jessica, furieuse, l'a poursuivie, criant au sujet de mensonges et de malentendus. Mais les photos ne mentaient pas. Pas plus que les rumeurs sur ses motivations cachées. À midi, les invités sortaient en silence, abasourdis. Certains secouaient la tête. D'autres marmonnaient sur l'argent gaspillé et les projets ruinés. D'autres encore murmuraient leur sympathie pour moi, bien que je n'ai même pas été là. Quand ma sœur a fini de raconter l'histoire, je suis resté figé, le téléphone collé à l'oreille. Mon cœur souffrait pour Daniel, pour ce chagrin qu'il ne méritait pas. Mais sous la peine, un autre sentiment a fleuri. La justification. Jessica m'avait dit que je ne faisais pas partie de la famille. Et maintenant, il n'y avait plus de famille à laquelle elle pouvait prétendre appartenir. J'ai murmuré dans le téléphone, presque pour moi-même, elle voulait que je parte. Mais c'est elle qui est partie maintenant. Cela aurait dû être la fin de l'histoire de Jessica, mais ce ne fut pas le cas. Parce que quand les gens comme elle perdent tout, ils ne partent pas en silence. Et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où elle et sa famille étaient prêtes à aller pour récupérer ce qu'elle pensait leur appartenir. Le reste de la journée, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Amis, voisins, même des parents éloignés, tous appelaient, envoyaient des SMS, des liens vers des publications sur les réseaux sociaux. Le mariage annulé était partout. Un titre disait, un étudiant en droit annule son mariage quelques minutes avant la cérémonie après la découverte de l'infidélité de sa fiancée. Mais une autre publication, plus venimeuse, a attiré mon attention, la belle-mère sabote le mariage et déchire la famille. Mon estomac s'est noué. La famille de Jessica réécrivait déjà l'histoire. Le soir venu, des rumeurs s'étaient répandues selon lesquelles j'étais la raison pour laquelle le mariage n'avait pas eu lieu, que j'avais raconté des mensonges à Daniel sur Jessica, que je l'avais convaincu de ne pas aller jusqu'au bout. C'était absurde. Daniel avait vu les photos de ses propres yeux, mais les mensonges voyagent plus vite que la vérité, et les parents de Jessica étaient des maîtres de la comédie. À un moment donné, Jessica elle-même est allée sur les réseaux sociaux, postant une photo d'elle dans sa robe de mariée abîmée, le mascara coulant sur ses joues, avec la légende « Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas lâcher prise. Certaines mères ne savent pas quand s'arrêter ». Les commentaires ont afflué. Des inconnus offrant leur sympathie, des amis demandant quel genre de mère ruine le bonheur de son fils. Je voulais hurler. Je voulais crier la vérité sur tous les toits. Mais Daniel m'a supplié de ne pas réagir. Maman, ne t'abaisse pas à son niveau. Tous nos proches savent ce qui s'est réellement passé. Mais le problème, c'est que tous nos proches ne le savaient pas. Certains la croyaient. Certains m'ont interrogé directement. Même des gens que je connaissais depuis des années m'ont demandé, « Margaret, as-tu vraiment dit à Daniel de ne pas l'épouser ?» Ça m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. Après tout ce que j'avais sacrifié, après tout ce que Jessica avait fait, j'étais toujours la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et puis les choses ont empiré. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'avocat. La famille de Jessica menaçait de me poursuivre en justice pour diffamation, pour préjudice moral, et même pour ingérence dans des relations contractuelles. Je fixais le papier, les mains tremblantes. Ingérence dans des relations contractuelles ? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? Je l'ai apporté directement à mon amie Linda, qui travaillait dans un cabinet d'avocats en ville. Elle l'a parcouru et a secoué la tête. C'est de l'intimidation, Margaret. Ils essaient de te faire peur. L'ingérence dans des relations contractuelles, c'est juste une façon élégante de dire que tu as ruiné leur plan financier, ce qui, soit dit en passant, n'est même pas un argument juridique valable dans ce cas. Plan financier, ai-je répété. Linda a posé les papiers. Margaret, tu ne savais pas que la famille de Jessica est en faillite ? Son père a perdu des millions dans des investissements ratés. Ils avaient besoin de son mariage avec Daniel pour stabiliser leurs finances. Ce contrat de mariage, il a été rédigé pour les protéger, pas Daniel. S'il l'avait signé, la moitié de tout ce qu'il aurait gagné pendant les 10 prochaines années aurait été détourné vers leur compte. Mon sang s'est glacé. Donc, ça n'avait jamais été une question d'amour, pas même une seconde. C'était une question d'argent, de contrôle, de sécurité. Et quand j'ai refusé de me présenter au mariage, Jessica avait saisi l'occasion parfaite pour changer le récit. Elle ne pouvait pas être perçue comme la fiancée cupide et infidèle. Alors, elle m'a dépeinte comme la mère amère et contrôlante.
C'était brillant. Cruel, mais brillant. La semaine suivante, le harcèlement n'a pas cessé. Des messages anonymes ont inondé ma boîte de réception. Monstre, vieille sorcière jalouse, tu as ruiné la vie de ton fils. Et la famille de Jessica n'en avait pas fini. Un après-midi, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Daniel assis sur mon canapé, le visage pâle, tenant une lettre lui aussi. Il me menace aussi, maman, a-t-il dit doucement. Le père de Jessica dit que si je ne lave pas publiquement son nom, il te traînera en justice. Il te ruinera financièrement. Je me suis affalé sur la chaise en face de lui, le cœur battant. Qu'est-ce que tu as dit? La mâchoire de Daniel s'est crispée. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Il sortait tout juste de la fac de droit, avec des prêts étudiants et un avenir qui ne faisait que commencer. Un procès, même fut-il, pourrait l'épuiser avant même que sa carrière ne débute. Maman, a-t-il murmuré. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Ils sont implacables, ai-je dit en tendant la main pour prendre la sienne. Pendant des années, je l'avais porté à travers les tempêtes. Maintenant, il essayait de me protéger. Mais ce n'était pas une tempête que nous pouvions affronter en silence. Non, c'était la guerre. Cette nuit-là, allongé, les yeux fixés sur le plafond, je me suis souvenu de quelque chose que Jessica avait dit lors d'une de ses petites tirades suffisantes quelques mois plus tôt. Vous ne comprenez pas, Madame Miller. Dans ce monde, la perception est tout ce qui compte. Les gens croient ce qu'ils voient. Elle avait raison. Les gens la croyaient parce qu'elle jouait bien son rôle. Belle, le cœur brisé, la victime d'une belle-mère cruelle. Si la perception était son arme, alors je devrais riposter avec la vérité. Pas discrètement, pas poliment, mais publiquement. Et j'avais exactement les munitions dont j'avais besoin. Parce que la trahison de Jessica n'était pas seulement émotionnelle, elle était criminelle. Et une fois que j'aurais exposé les combines financières de sa famille, aucune larme de crocodile ne pourrait la sauver. Je ne le savais pas encore, mais le prochain chapitre de cette bataille ne se jouerait pas dans les chuchotements ou les commérages. Il se jouerait au tribunal. Et cette fois, je ne resterai pas silencieuse. Pendant des semaines, la campagne de dénigrement de Jessica a continué. Sa famille a imposé son récit à chaque occasion. J'étais la mère amère qui ne pouvait pas lâcher prise. La femme qui a ruiné le bonheur de son fils par jalousie. Cela aurait pu fonctionner, s'il n'y avait pas eu une chose, la vérité a une façon de refaire surface. J'ai passé des jours à rassembler tout ce que je pouvais. De vieux emails, des captures d'écran que Daniel avait sauvegardées, des copies du contrat de mariage que le père de Jessica avait rédigé, truffé de clauses si prédatrices qu'il ressemblait plus à une acquisition d'entreprise qu'à un accord de mariage. Linda, mon amie du cabinet d'avocats, m'a mise en contact avec un enquêteur financier. En une semaine, nous avons découvert exactement ce que la famille de Jessica cachait, une série de faillites, de dettes et de procès s'étalant sur près d'une décennie. Ils n'avaient pas voulu que Jessica épouse Daniel par amour. Ils voulaient sa carrière, son salaire, son avenir. Et le contrat de mariage était leur ticket d'or. Armé de tout cela, je savais ce que je devais faire. 2 semaines plus tard, la famille de Jessica a organisé un dîner pour limiter les dégâts dans un hôtel chic du centre-ville. Ils ont invité Daniel, prétendant que c'était pour « discuter ». Il m'a supplié de ne pas venir. Il ne voulait pas que je tombe dans une embuscade. Mais je savais que si je ne les affrontais pas, ils ne s'arrêteraient jamais. Alors, je suis entré dans cette salle de bal d'hôtel, vêtu de la robe bleu pâle que j'avais achetée pour le mariage. La robe que je n'ai jamais eu l'occasion de porter. Les parents de Jessica étaient assis en bout de table, Jessica à côté d'eux dans une élégante robe noire, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Eh bien, dit son père suavement, regardez qui a décidé de se joindre à nous. Madame Miller, nous étions justement en train de discuter de la manière de résoudre ce malheureux malentendu. Malentendu, ai-je répété, la voix stable. Vous voulez dire l'infidélité ou l'escroquerie? Le sourire de Jessica a vacillé. Vous vous accrochez toujours à des mensonges. J'ai posé un épais dossier sur la table. Alors peut-être que vous pourrez m'expliquer ces dossiers financiers, ces déclarations de faillite, et ceci, votre contrat de mariage. Clause 14, sous-section 3, en cas de divorce dans les 5 premières années, 75% des revenus de Daniel Miller seront transférés sur des comptes détenus conjointement par Jessica et son père, Richard Ray.
Des murmures stupéfaits ont parcouru la table. Même Daniel, qui avait survolé le document mais ne l'avait jamais étudié en détail, est devenu pâle. Vous aviez l'intention de le plumer, ai-je dit froidement. Vous vouliez que ses futurs revenus renflouent les échecs de votre famille. Le visage du père de Jessica est devenu cramoisi. Vous n'avez pas le droit de. J'ai tous les droits, les jeux coupés, parce que vous avez traîné mon nom dans la boue. Vous m'avez dépeinte comme une femme jalouse et amère. Mais maintenant, tout le monde verra la vérité. Vous ne faisiez pas entrer Daniel dans votre famille. Vous épousiez son compte en banque. Les yeux de Jessica se sont plissés. Tu n'oserais pas rendre ça public. Je me suis penché en avant, ma voix basse mais acérée comme un rasoir. Regarde-moi bien faire. La confrontation a tourné au chaos. Jessica a tenté d'insister sur le fait que les photos de son infidélité étaient fausses. Son père a menacé de poursuites judiciaires. Sa mère a pleuré sur l'unité familiale. Mais Daniel n'a pas bronché cette fois. Il s'est levé, la voix tremblante mais ferme. Vous m'avez menti. Vous avez menti en disant que vous m'aimiez, que vous vouliez une vie ensemble. Tout ce que vous vouliez, c'était de l'argent. Jessica a tendu la main vers lui, sa voix soudainement douce, suppliante. Daniel, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, oui, mais c'était toi. Je te voulais toi, pas ton argent. Mais il a secoué la tête. Si c'était vrai, tu n'aurais pas essayé d'effacer ma mère. Tu ne lui aurais pas dit qu'elle ne faisait pas partie de ma famille. Le silence s'est fait dans la pièce. Jessica s'est figée, réalisant que ses mots étaient revenus la hanter. Son masque s'est complètement fissuré, laissant transparaître le désespoir. Elle te monte contre moi. Non, a dit Daniel, la voix brisée. Ça, tu l'as fait toute seule. Cette nuit-là, je pensais que la confrontation se terminerait par des cris, des menaces, des promesses brisées. Mais au lieu de cela, elle s'est terminée par Daniel sortant de cet hôtel, mon bras enlacé au sien. Jessica a suivi, criant après lui, suppliant, sanglotant, jurant que ce n'était pas ce qu'il croyait. Mais pour la première fois, il n'a pas regardé en arrière. Quand nous sommes arrivés au parking, Daniel s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle, mais il y avait une nouvelle force dans sa voix. « Maman » a-t-il murmuré. « J'aurais dû t'écouter. » Je l'ai pris dans mes bras, le serrant comme je le faisais quand il était enfant. « Tu le vois maintenant » ai-je murmuré. « C'est tout ce qui compte. » Mais en partant, les mots de Jessica résonnaient dans mon esprit, « Tu n'oserais pas rendre ça public. » Elle avait tort. Car si elle voulait une guerre de perception, alors la perception, elle l'aurait. Et quand la vérité éclaterait, sa façade si soigneusement construite s'effondrerait sans espoir de réparation. Dans les jours qui ont suivi la confrontation à l'hôtel, Jessica et sa famille ont tout essayé. Menaces, supplications, promesses. Son père a envoyé à Daniel des emails remplis de jargon juridique, insistant sur le fait qu'il était dans son droit de réclamer des dommages et intérêts. Sa mère a laissé des messages vocaux en larmes, suppliant Daniel d'être raisonnable. Jessica elle-même oscillait entre la rage et le désespoir, jurant un instant de nous ruiner, et murmurant l'instant d'après qu'elle l'aimait encore. Mais il était trop tard. Car cette fois, la vérité n'était pas confinée au chuchotement d'une salle de bal. Cette fois, j'ai fait en sorte que tout le monde sache. Avec l'aide de Linda, j'ai transmis les documents du contrat de mariage et les dossiers financiers à un journaliste spécialisé dans la révélation d'escroqueries financières. En une semaine, l'article était en ligne, derrière le mariage annulé, les combines financières de la famille est révélée. L'article était accablant. Il détaillait les faillites, le contrat de mariage prédateur, et faisait même allusion à l'infidélité qui avait provoqué l'effondrement du jour du mariage. Pour la première fois, le monde voyait l'histoire non pas à travers les publications Instagram larmoyantes de Jessica, mais du point de vue de preuves froides et tangibles. Et soudain, le vent a tourné. Les commentaires ont afflué, non pas contre moi, mais contre Jessica. Alors elle voulait son chèque de paie, pas son cœur. Pauvre belle-mère. Imaginez qu'on vous dise que vous ne faites pas partie de la famille après avoir élevé votre fils seul. Jessica est une croqueuse de diamants, purement et simplement. La sympathie qui m'avait été refusée a déferlé comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. Daniel, bien que le cœur brisé, a trouvé de la force dans la vérité.
Il s'est jeté à corps perdu dans son nouveau travail dans un cabinet d'avocat, déterminé à se construire un avenir selon ses propres termes. Et pour la première fois depuis des mois, il a recommencé à sourire. Pas le sourire forcé et nerveux qu'il arborait avec Jessica, mais son vrai sourire. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche à boire du thé, il a tendu la main et a serré la mienne. « Maman », a-t-il dit doucement, « je ne sais pas comment tu as fait pour rester si forte. » Elle m'a presque brisé. Je l'ai regardé. Le garçon que j'avais élevé, devenu un homme forgé par le feu. Parce que j'ai traversé pire. Et parce que je savais qu'un jour, tu la verrais pour ce qu'elle était. Il fallait juste du temps. Ses yeux ont brillé. Tu as toujours été ma famille. Toujours.